evening, viewers. Thanks for watching tonight's primetime bilingual newscast on Spectrum Television. Our top stories: families will in the nearest future receive a megawatts from the Nactigal Dam. Works that were launched in 2019 have been promising to go operational towards the end of the year 2023. Olivier Mbuzike in this newscast tells us on the progress of work so far, notably the defiance of receptors at the reservoirs. Plus, women must openly decry violence in their homes in a bid to suppress the ongoing phenomena. This has been in a press conference in the nation's capital, Yaoundé, tagged "Stop Feminicide" in the nation's capital, as Ines Pangang broadens the scope of that press conference. And those were our top stories. Hello once more. Thanks for watching tonight's primetime bilingual newscast on Spectrum Television, which opens up in the French language with Oriane Donkin. Good evening, Oriane. Bonsoir à vous, Joséphine Bindi. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal Devoir de mémoire. 34 années déjà que le tout premier président du Cameroun est décédé à Dakar au Sénégal. 34 années plus tard, la question du rapatriement de ces restes reste d'actualité. Et pour cause, les pouvoirs en place estiment que l'initiative doit venir de la famille, chose réfutée par l'épouse du prédécesseur de Paul Biya jusqu'à sa mort, c'était en 2021. Léla Renganze. La plupart des médias n'en ont pas parlé. Le 34e anniversaire de la mort du tout premier président du Cameroun est une fois encore passé inaperçu. Amadou Ahidjo, désormais un souvenir qui tend à s'éloigner un peu plus chaque jour pour les plus jeunes ayant appris l'histoire du Cameroun sans la vivre. Il y a 34 ans, le 30 novembre 1989 à Dakar au Sénégal, Amadou Babatoura Ahidjo décède à l'âge de 65 ans, mettant ainsi fin à environ 6 années d'exil. 34 années après, la question du rapatriement des restes de celui qui a dirigé le Cameroun entre 1960 et 1982, soit 22 ans, n'est toujours pas réglée. On se souvient qu'en 1991, une loi réhabilitant les martyrs et ceux qui ont marqué l'histoire du Cameroun, dont l'ancien président camerounais est voté à l'Assemblée nationale. Dans la foulée, le stade Omnisport est rebaptisé stade Amadou Ahidjo. Badik, à son fils, est nommé ambassadeur itinérant et à son retour au Cameroun en 2013, Aminatou Ahidjo, sa fille, prend sa carte du Rassemblement démocratique du peuple camerounais et est plus tard nommée présidente du conseil d'administration du Palais des Congrès de Yaoundé. Pour autant, rien sur le rapatriement des restes d'Amadou Ahidjo, qui, selon le pouvoir en place, incombe à la famille. Position pas partagée par l'épouse du prédécesseur de Paul Biya. Jusqu'à son propre décès le 20 avril 2021 à Dakar, elle n'a cessé de clamer qu'en tant qu'homme d'État, l'initiative du retour au bercail des restes de son époux devrait être du ressort des autorités en place. Ce 30 novembre 2023, les restes d'Amadou Ahidjo entament leur 34e année dans une sépulture dite provisoire au cimetière de Yoff à Dakar. Les ménages pourront bientôt recevoir les premiers mégawatts sortis du barrage de Natchigal. Les travaux démarrés en 2019 seront livrés dès la fin de cette année 2023. Pour l'heure, les ouvriers sur le site terminent les derniers travaux, notamment la résolution de quelques défaillances observées il y a peu sur des réservoirs de l'infrastructure. Olivier Bouzik. À 70 km au nord-est de la capitale Yaoundé, le barrage de Nastigal s'implante sur près d'1,5 km. Construit sur le fleuve Sanaga, l'infrastructure est sous la responsabilité de la Nastigal Hydropower Company, une société anonyme de droit camerounais créée en juillet 2016. Elle a pour mission la conception, le financement, la construction et l'exploitation pendant 35 ans de l'aménagement hydroélectrique de Nastigal. Selon ses ingénieurs, l'infrastructure démarrée en 2019 est réalisée à près de 91%. Vous êtes sans ignorer que le barrage hydroélectrique de Nakchigal est constitué de 7 groupes turbo-alternateurs d'une puissance installée de 60 MW pour chaque groupe, ce qui fait un total de 420 MW au total. Alors, la fin des travaux de chaque groupe, la fin des travaux du premier groupe est annoncée d'ici 2023 et au pas bimensuel, nous allons injecter
60 mégawatts du deuxième, du troisième, ainsi de suite, jusqu'à atteindre septembre 2024 pour la septième unité. Pour la réalisation de cet ouvrage, NHPC a engagé plusieurs sous-traitants sur chacun des 4 lots du projet. General Electric et Elecnor pour l'électromécanique, Bouygues Énergie pour la ligne des transports, Société Générale de Construction pour la cité d'exploitation et la CCN Génie Civil pour le lot Génie Civil. Ce dernier lot est cependant au centre d'une alerte médiatique depuis peu. L'actualité fait état d'une fuite sur l'ouvrage révélée par l'Agence de régulation du secteur de l'électricité dans un rapport adressé au ministre de l'Eau et de l'Énergie. C'est ici, au réservoir d'eau, que les défaillances auraient été observées. Sauf que pour les ingénieurs, pas de raison de s'inquiéter, c'est un constat de routine. Le 18 juillet dernier, le ministre de l'Eau et de l'Énergie est venu ici, personnellement, lancer les opérations de mise en eau du réservoir. Alors c'est une opération capitale, je peux même dire très importante, qui marque la fin de construction des ouvrages principaux. Pour évaluer la consistance des ouvrages que nous avons construits, je veux dire par là la solidité et vérifier leur étanchéité. Qu'est-ce que nous avons donc constaté au terme de cette mise en eau? Nous avons constaté qu'à une certaine altitude, au point de jonction entre 2 corps de nature différente, notamment le C labyrinthe qui lui il est en BCV et le barrage principal qui est en BCR, que la jonction n'a pas été tout à fait réussie. Il y a eu des infiltrations. Ce sont ces infiltrations à une certaine hauteur d'ailleurs qui sont constatées sur une centaine de mètres. Hein. Comme je vous ai dit, la longueur totale c'est 2 km, donc vous-même vous pouvez faire le ratio et de voir que ces infiltrations ont été constatées et relevées. Un inventaire détaillé de ces écarts a été dressé et immédiatement notre entrepreneur, s'est mis au travail depuis le 18 juin en vue de remédier à tous ces petits écarts-là. Les travaux de remédiation aux défaillances ont été engagés au mois de juillet dernier et devront s'achever début 2024. Pendant ce temps, les près de 4000 ouvriers s'activent pour achever les derniers travaux sur l'infrastructure avant le début de l'injection des premiers mégawatts dans le réseau interconnecté Sud. Notre visite en cours, les ingénieurs de EDF ressortent du poste de production et de transformation électrique avec les résultats des premiers essais. À 11h45, la première ligne qui relie Niom à Nartigal a été mise sous tension, donc de 225 000 volts. La deuxième sera mise en service en début d'après-midi. Donc ici, on a ici 220 000 volts qui arrivent là. Voilà. Et donc on est prêt à envoyer de l'énergie le moment venu sur le poste de Niom. En clair, les ménages pourront commencer à consommer les premiers mégawatts sortis du barrage de Nartigal d'ici le mois de janvier 2024, ce qui pourra certainement réduire le taux de délestage sur le réseau interconnecté Sud, du moins jusqu'à la mise en service définitive du barrage prévue en septembre 2024. L'ouvrage de 420 MW devra contribuer à 30% de la consommation électrique du Cameroun, estimée à 800 milliards de francs CFA. Le barrage de Nartigal devra être la centrale électrique la plus puissante du Cameroun à la date de sa mise en service définitive. On our economic page, according to the National Institute for Statistics, the average annual inflation rate in Cameroon was at 7.7 in October 2023, far above the CEMAC threshold. Oni Ladonet expounds on that. Inflation is a persistent problem in Cameroon and the Central African Economic and Monetary Community CEMAC zone. The CEMAC Convergence criteria requires a maximum inflation rate of 3% for member countries. However, Cameroon has been exceeding this limit for several months. Based on the latest data from the National Institute of Statistics and the International Monetary Fund, the average annual inflation rate in Cameroon was 7.7 in October 2023, slightly lower than the 7.8 recorded in August 2023. The main factors driving this inflation were the rising prices of food, transportation, and household goods.
The INS reported that food prices increased by 12.3%, transportation costs by 12.6%, and furniture, household items, and common cleaning products by 8.1%. The inflation rate varied across regions, with the highest rate of 8.8 in Betua and the lowest rate of 6.2 in Bamenda. The INS also observed that local products had a higher price, increased 8.4%, than imported products 5.8%. The International Monetary Fund projected that the inflation rate in Cameroon will decline to 7.2% by the end of December 2023, but still remain above the CEMAC threshold. The International Monetary Fund expected a further improvement in 2024 with an inflation rate of 5.9%. However, the IMF warns that the inflation outlook was subject to downside risk, such as the uncertainty of the global economic recovery, the volatility of commodity prices, and the impact of the COVID-19 pandemic. This report ends with the IMF recommending that Cameroon implement sound fiscal and monetary policies, as well as structural reforms to achieve macroeconomic stability and inclusive growth. Les femmes et les filles doivent dénoncer les violences qu'elles subissent et les hommes doivent affirmer leur masculinité, exercer leur masculinité dans le respect du genre féminin. Ces messages sont au centre d'une conférence de presse donnée ce jour à Yaoundé par le collectif #Stop Féminicide 237. Inès Pangan. Depuis le début de cette année, plus de 56 cas de féminicide ont été répertoriés au Cameroun. Des femmes et des filles de différentes classes sociales, malheureusement souvent maltraitées par leurs conjoints. À ces dames et à ces messieurs, la société civile appelle à l'action. Ce que je voudrais dire à chaque femme, c'est que vous n'êtes pas seule. Nous sommes là pour vous écouter. Le collectif Stop Féminicide est composé de plusieurs femmes qui travaillent au sein des organisations qui se déploient dans les communautés pour venir à votre rencontre, pour vous offrir une oreille attentive face aux difficultés que vous rencontrez. Donc, parlez, dénoncez et surtout cherchez de l'aide. Vous n'êtes pas seul. Aux hommes, nous comptons sur vous. Nous avons besoin de vous parce que vous faites partie également de la solution pour mettre fin au féminicide au Cameroun. Alors qu'un avant-projet de loi contre les violences faites aux femmes et aux filles est en élaboration au Cameroun, en attendant son adoption et sa promulgation, un plaidoyer est mené pour une plus grande protection des femmes et des filles. Nous sommes dans un processus de plaidoyer que nous avons mis en place, notamment ici là que nous allons mener, tant au niveau des élus de la République, mais également au niveau des leaders communautaires qui sont ici les chefs traditionnels. Le collectif #Stop Féminicide 237 a donné une conférence de presse à ce sujet ce 30 novembre 2023 à Yaoundé. Une activité qui rentre dans les 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre au Cameroun. Rehabilitation works have been launched at Carrefour Ajib in the economic capital. One part of the road has been blocked as engineers on site gave the roundabout a new facelift. We remain with you, Onila Donet. Ajib, a roundabout known for the deplorable nature of its road, is finally shedding its skin. While rehabilitation works are ongoing in this road stretch on this popular roundabout here in Cameroon's economic capital, Douala. And I want to tell you, Oriane Donkeng and Josephine Bindi, that these rehabilitation works have been ongoing since Tuesday. Well, some of the engineers we met on ground have actually told us that it would last for for 3 weeks. Now, this is just 60% of the work that is on because just one road stretch is currently being fixed, as we are told by the project manager right on site. Well, he tells us that due to the high demand of these roundabouts, as it leads to one of the biggest market in Central Africa, that is the Bopi market, just one road stretch has actually been blocked, with the other open for circulation between bike riders, commuters, and even taxi drivers. Well, when these rehabilitation works are actually done on this stretch, they will move to the other so as to repair it
streets and make it accessible for all those soliciting these roads. Inhabitants residing in this area appreciate the efforts. Their only wish is to see better and durable results. It's not good to leave the road in its bad state. It's always nice to fix it. They are fixing the road, but after 2 days, it will still get bad. That is not a good situation. It should be done appropriately so as to ensure smooth circulation. Les travaux que la communauté est en train de faire là, ce n'est que bon non seulement pour la protection de la SCDP. These works are great, not just for the good of those companies residing around this area, but for the protection and security of road users. I am a commercial bike rider, so driving through a degraded road is not pleasing at all. To see that the council is engaged in these works is something good. Surtout à côté d'un grand marché comme Bopi. Voir la communauté faire ces travaux-là, ce n'est qu'à applaudir pour la communauté. These rehabilitation works are in line with the Ministry of Housing and Urban Development's projects for Douala. Main roads have been identified for reconstruction. En bref, à l'Assemblée nationale, avant de parler santé, les travaux sont bloqués par Joshua aussi du SDF et ses pairs de l'UDC et du PCRN. Ceux-ci dénoncent la réception tardive de la loi de finances pour l'exercice 2024. À 8 jours de la fin de la session, c'est une violation de la loi selon les parlementaires qui relèvent n'avoir reçu que les 122 pages de la première partie, puis des 15 000 pages de l'annexe. Des travaux bloqués alors que le Premier ministre devrait présenter ce soir même à l'Assemblée nationale le programme économique, financier, social et culturel de l'État du Cameroun au titre de l'exercice 2024. Parlons santé à présent. Le programme national de lutte contre le paludisme souhaite que le combat de cette pathologie devienne multisectoriel. Les départements ministériels, d'une manière ou d'une autre, doivent s'impliquer dans la lutte contre ce mal qui est la première cause de mortalité au Cameroun. Une rencontre de concertation à ce sujet a lieu à Yaoundé. Le point avec vous, Inès Panga. En 2019, 50% de la population camerounaise est porteuse du parasite du paludisme. La pathologie est la première cause de fréquentation des centres hospitaliers, est à l'origine de près de 120 milliards de francs CFA de dépenses indirectes et de 250 milliards de francs CFA de pertes financières directes. Dans un contexte difficile de mobilisation de fonds extérieurs, le programme national de lutte contre le paludisme souhaite que le combat devienne multisectoriel. Aujourd'hui, le paludisme continue à perdurer à cause de facteurs environnementaux, c'est-à-dire les eaux stagnantes, etc. Et donc, un apport du ministère de l'Urbanisme permettrait d'assainir l'environnement et de réduire les poches dans lesquelles le moustique va se développer. Donc, c'est juste pour vous donner un petit exemple. Mais il y a différents ministères qui vont être impliqués dans cette lutte-là et qui vont permettre d'avoir une réponse synergique pour permettre d'éradiquer totalement le paludisme. Autre plaidoyer mené, le respect par le Cameroun de ses engagements, notamment celui pris à Abuja de consacrer 15% de son budget à la santé. Il faut déjà que le gouvernement du Cameroun puisse respecter les engagements d'Abuja de 2000-2001 qui stipule que le budget national de chaque gouvernement soit 15% de ce budget soit alloué à la santé, aux problèmes de santé. Alors, si ce problème est déjà résolu, on aura franchi un pas. Une réunion de concertation pour la mise en place d'un cadre multisectoriel de lutte contre le paludisme au Cameroun a lieu ce 30 novembre 2023 à Yaoundé. Et nous parlons sport football pour refermer ce journal. Cameroun 3. Nigeria 1, les anciennes gloires du football de ces deux nations ont livré une rencontre cet après-midi à Limbé dans le sud-ouest. C'est dans le cadre du festival de la banane plantain. Samuel Eto'o et Djedje Okocha ont
ont, comme par le passé, égayé les amateurs de football par leur talent. Et comme par le passé également, le Cameroun l'a emporté sur son meilleur ennemi, 3 buts contre 1, 3 réalisations dont une de Samuel Eto'o, Bernard Choutan et Dip També. Toujours en football, cette fois-ci sur le plan local, la phase aller du championnat MTN Elite One a rendu son verdict le 27 novembre dernier. En posture d'invité dans ce journal, le coach Martin Bilé-Tanga, entraîneur de foot, revient sur les équipes qui se sont démarquées, celles dont le changement du staff dirigeant a présenté les premiers résultats et qui pourraient surprendre à la phase retour. Je vous propose d'écouter cet entretien mené par Oni Ladonette. Bon, c'est vrai, le championnat MTN Elite One vient donc d'arriver en gare pour ce qui est de la première phase. Et là, on a vu 2 équipes évidemment qui se démarquent donc de chaque côté. Donc au niveau de la poule A, c'est l'équipe de Dynamo. Et au niveau de la poule B, c'est l'équipe de Stade Rennais. Et je pense que ces 2 équipes ont mérité chacune à sa manière d'occuper cette position. C'est vrai que ça a été un peu dur, mais je pense qu'on passe sur le terrain, ça a été amplement mérité. Et d'ailleurs, le championnat est, en notre sens, suffisamment disputé parce que aucune équipe actuellement n'a terminé cette première phase sans défaite. Donc, même Dynamo a dû perdre. Autant que Stade Rennais également qui a perdu face à UMS de Lom. Ça sur le terrain n'est pas simplement le travail de l'entraîneur, c'est toute c'est-à-dire il y a tout un travail qui se fait en back-office, ce qui permet donc d'arriver à des résultats. Et quand je parle de management, ça veut dire qu'il y a une planification, une organisation qui est mise sur pied, il y a l'activation et même le contrôle. Donc ça permet d'avoir quelque chose de sérieux. Est-ce que la planification concerne également la définition des objectifs et des moyens qui sont mis en œuvre pour la réalisation pour l'atteinte de ces objectifs. Il me semble qu'au niveau de l'Aigle de la Ménois, il y avait quelques problèmes au niveau au niveau managérial, notamment la mise à disposition de certains moyens, et au point que selon les quelques informations qu'on a pu recueillir de ci et là, que Olivier Nankam, qui est pourtant un bon entraîneur, s'est retrouvé dans une situation où il était peut-être parfois obligé de jouer un rôle au-delà de celui de l'entraîneur, parfois une sorte d'assistance sociale, avec tout ce que cela comporte. D'ailleurs, son départ a créé un peu une déchirure au niveau des joueurs, mais malheureusement, il nous semble que les supporters peut-être n'étaient pas ne conjuguait pas le même verbe que lui. Donc il a été remplacé donc, par le coach Tenfa qui, lui, immédiatement a pu trouver un résultat. Et là, en général, lorsqu'il y a également changement d'entraîneur comme ça, qu'est-ce qui se passe? Le staff dirigeant de l'équipe met également plus de moyens pour permettre au nouveau staff technique de faire un bon démarrage. En dehors du discours qui est déjà bien, ces moyens qui sont mis comme ça à disposition apportent une motivation extrinsèque plus grande, et ça booste un peu les joueurs pour qu'ils se surpassent sur le terrain. Et là, le résultat a été là. Aigle de la Ménois a pu remporter la victoire face à Colombe du Dialogue. La vie des clubs et comme celle des entraîneurs, c'est parfois faire des changements. Et évidemment, lorsque les résultats ne sont pas bons, la plupart du temps, c'est les entraîneurs qu'on change, c'est le staff qu'on change, parce qu'on ne peut pas changer tous les joueurs en même temps. Et à partir du moment où il y a un nouveau staff qui se met en place, il y a en général une redistribution des cartes. Cette redistribution des cartes fait que les joueurs sont plus attentifs, ils sont plus focus, veulent marquer le territoire, gagner des points devant le nouveau staff technique qui vient ainsi de se mettre en place. Ça fait que, par exemple, au niveau de UMS, avec l'arrivée de Suleiman Aboubakar, on a vu, il y a eu une victoire, il y a eu un mieux au niveau donc, des prestations et la victoire face à Stade Rennais. C'est vrai qu'également au niveau de l'équipe de Fauve Azur qui était pratiquement en dernière position, lorsque le coach Tao Guy Diepna était là, le changement de staff a fait que Anissé Koun, qui a pris donc les rênes, a eu un discours qui est peut-être différent, des animations de jeu, une animation de jeu également qui est différente aussi bien sur le plan
offensif que sur le plan défensif et qui correspond mieux au potentiel et au profil des joueurs qu'il y a. Et on a vu ça a payé assez rapidement. L'équipe a pu engager un match nul à l'extérieur, ce qui ne lui était pas arrivé depuis un certain temps. Et donc, même en division inférieure, donc au niveau de l'élite, où il y a également eu des changements qui ont également apporté du mieux. Donc, Aigle de la Ménois qui a pu enfin dire bon, ça c'était un élite one, donc il a remporté déjà une victoire, et aussi au niveau de l'équipe de Léopard où il y a un match nul en élite two. Des clubs qui vont assez rapidement se positionner pour savoir s'ils sont qualifiés pour les barrages, et à ce moment-là peuvent donc se gérer un peu plus facilement. Il y aura également un gros combat pour ne pas être à la queue et jouer contre, donc dans la phase des playdowns. Évidemment, les clubs qui sont dans les deux cas, il y a une grosse bataille qui va se faire. Maintenant, en général, la différence, c'est que les clubs qui sont au-dessus, qui sont en train de lutter pour le titre de champion, sont un peu plus relax dans leur tête, parce que bon, on peut rater le championnat, mais au moins on est déjà assuré d'être maintenu. Et souvent aussi, ces clubs bénéficient de plus de réussite dans le jeu, les ballons qui rentrent, parfois même une petite sympathie comme ça des officiels, pas voulu, hein, mais c'est des choses qui arrivent. A contrario, les équipes qui sont en train de lutter contre la relégation, parfois on a l'impression que le monde se ligue un peu contre ces équipes-là. Il faut batailler vraiment, vraiment, vraiment dur pour pouvoir s'en sortir. Donc, cette phase retour va augurer de bons combats, de véritables combats, surtout pour les équipes qui sont à la queue et qui veulent tout faire pour ne pas jouer contre la relégation, mais plutôt pour essayer d'être au moins dans le ventre mou, ou alors pouvoir jouer pour les playoffs. Qui met un terme à cette édition d'information. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision. Bonne soirée, Joséphine Bindi. Good night to you, Oriane. Good night to you, viewers. It was a pleasure bringing news to your screens.